En mars 2014, une petite péninsule de la mer Noire fait basculer le destin de la géopolitique européenne. En quelques jours, la Crimée passe au contrôle russe, scellé par un référendum qui, selon Moscou, est un acte d'autodétermination héroïque et, selon le reste du monde, un simulacre sous la menace des baïonnettes. Ensemble, analysons ce référendum pour voir ce qu'il nous apprend sur la démocratie directe. Cependant, il est impossible de se passer de l'histoire et de la géographie pour comprendre un référendum. Donc la Crimée, c'est quoi? C'est une péninsule ukrainienne, une région entourée d'eau sur tous ses côtés, sauf sur un, qui est reliée à l'Ukraine continentale par un petit bout de territoire, l'isthme de Perekop. Elle possède une superficie de 27 000 km², ce qui est à peu près l'équivalent de la Bretagne en France et pas loin de la superficie de la Belgique. La région se localise à l'est de l'Europe et est bordée par deux mers, la mer Noire et la mer d'Azov. Administrativement, sa capitale est Simferopol et la population criméenne compte à peu près 2 millions d'habitants. Sur le plan historique, nous allons débuter en 1443. C'est le début du Khanat de Crimée. La population majoritaire est à ce moment-là les Tatars de Crimée, un peuple turcophone islamisé. Cela a son importance car nous en reparlerons après. En 1783, c'est la fin du Khanat de Crimée. Catherine la Grande de Russie annexe la région. Une partie des Tatars décide de migrer vers l'Empire ottoman et des colons russes prennent possession des lieux. La population de Crimée se russifie. En 1944, Joseph Staline déporte presque tous les Tatars de Crimée vers l'Asie centrale, accusés de collaboration avec l'Allemagne nazie. Environ 200 000 personnes sont déportées, une grande partie décède des suites de cette déportation. Leurs maisons sont données à des Russes et des Ukrainiens. La Crimée devient majoritairement russophone. Les Tatars, eux, ne seront autorisés à revenir qu'à la fin de l'URSS, dans les années 1980-1990. En 1954, Nikita Khrouchtchev transfère la Crimée de la Russie vers la République soviétique d'Ukraine, mais toujours dans l'URSS, donc sans frontières réelles. À ce moment-là, la population est déjà majoritairement russophone, mais administrativement, la Crimée devient ukrainienne. Quand l'URSS s'effondre en 1991, la Crimée devient ukrainienne, mais avec une population majoritairement russophone. Il y a aussi des Ukrainiens aussi installés entre-temps et une minorité tatare. Juste avant 2014, la composition ethnique est répartie selon les données suivantes. 60% de Russes, 24% d'Ukrainiens, 12% de Tatars de Crimée et puis d'autres petites minorités. Donc la langue dominante de la Crimée est russe, surtout que beaucoup d'Ukrainiens parlent aussi le russe. Depuis son indépendance en 1991, l'Ukraine se verra tiraillée entre deux voies politiques internationales. Celui d'un rapprochement avec la Russie ou celle d'un rapprochement avec l'Union européenne. L'Ukraine est un morceau de choix en Europe. Pour ne donner qu'un exemple, c'est le grenier à blé de l'Europe. La Russie, qui possède en plus dans le pays des intérêts, regarde ce pays de près et ne verrait pas d'un bon œil le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne. Le 22 février 2014, le président ukrainien pro-russe, Viktor Yanukovych, fuit Kiev, la capitale de l'Ukraine, après des mois de manifestations pro-européennes sur la place Maïdan. Celui-ci avait complètement stoppé les liens avec l'Union européenne pour une possible adhésion, ce qui avait provoqué de vastes manifestations. À Moscou, Vladimir Poutine dénonce un coup d'État soutenu par l'Occident. Si l'Ukraine ne peut plus être un vassal de la Russie, alors elle ne doit plus être vue que comme une proie et être capturée sur le champ par la Russie. L'ombre de Catherine la Grande plane sur cette décision. Pour éviter un traumatisme international de voir un pays entier se faire envahir, la Russie va utiliser une politique déjà utilisée par Adolf Hitler, celle de clamer que les minorités russes d'Ukraine sont en très grand danger et qu'il faut les protéger. La Crimée est le premier territoire sur la liste et l'invasion commence. Le 27 février 2014, des hommes arrivent en uniforme vert, mais sans insigne et prennent le contrôle du Parlement de Crimée à Simferopol. Derrière des portes closes, les députés votent la dissolution du gouvernement local et l'organisation d'un référendum. Les journalistes sont tenus à l'écart et le quorum des députés présents est, encore aujourd'hui, contesté par de nombreux observateurs. C'est l'apparition de ce qu'on appellera les petits hommes verts. Bien que Poutine ait nié leur appartenance à l'armée russe au début, il admettra un an plus tard dans un documentaire qu'il s'agissait bien des forces spéciales russes. Le 16 mars 2014, les électeurs sont appelés aux urnes. Deux questions sont posées. Êtes-vous favorable à la réunification de la Crimée avec la Russie ou êtes-vous favorable au rétablissement de la Constitution de 1992 qui donne plus d'autonomie à la Crimée au sein de l'Ukraine? La première proposition est simple. La Crimée devient un territoire russe. Dans le système russe, la Crimée devient une république russe. Ce serait une région avec peu d'autonomie. Oui, il y aurait bien une constitution locale, une reconnaissance d'une autre langue que le russe, mais la Russie connaît une forte concentration du pouvoir à Moscou. Donc pour la Crimée, une très légère autonomie, mais Moscou dirigera tout. La deuxième question se pose autrement. C'est de rester dans l'Ukraine, mais avec une très large autonomie grâce à la Constitution de 1992. Entre 1992 et 1995, la Crimée voulait déjà se rapprocher de la Russie. Après l'indépendance de l'Ukraine en 1991, la Crimée, majoritairement russophone,
obtient une très large autonomie avec la constitution de 1992. Certains dirigeants locaux d'alors voulaient aller plus loin. En 1994, la Crimée élit un président pro-russe, Yuri Meshkov, qui veut rapprocher la Crimée de la Russie. Par exemple, introduire le rouble, donner la nationalité russe aux habitants et parler d'une union avec la Russie. Pour Kiev, ça ressemble à une séparation progressive. En 1995, le Parlement ukrainien a donc aboli la constitution de 1992. On supprime le poste de président de Crimée, on détruit plusieurs lois d'autonomie et les Criméens doivent respecter strictement le droit ukrainien. C'est une décision unilatérale de Kiev pour éviter que la Crimée ne quitte l'Ukraine. Alors pourquoi le pouvoir russe décide de proposer ce deuxième choix et pas de proposer par exemple le statu quo, ça veut dire rester dans l'Ukraine tel qu'ils étaient avant 2014. Si jamais les Criméens avaient voté pour la deuxième proposition, admettons, la Crimée serait devenue une région très autonome au sein de l'Ukraine et elle aurait elle-même pu proposer un référendum sur l'union avec la Russie ou en tout cas créer une union extrêmement étroite avec la Russie. On le voit bien, dans ce référendum, le pouvoir russe a pris toutes les précautions. Les chiffres officiels tombent, 96,77% des gens votent oui à une union avec la Russie et la participation est plutôt forte, plus de 83%. Cependant, un rapport publié par le Conseil des droits de l'homme auprès de la présidence russe, donc c'est un organe consultatif de l'époque, a brièvement fuité avant d'être modifié. Ce rapport suggérait que la participation réelle était sans doute bien plus basse, autour de 30 à 50%, et que le score pour le rattachement était probablement plus nuancé. Les Ukrainiens sont évidemment furieux. Il considère que la Russie a violé le mémorandum de Budapest. Un mémorandum, c'est quoi? C'est un document d'engagement politique. Par exemple, les pays signataires, ici c'était les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie, n'étaient pas obligés d'intervenir militairement pour défendre l'Ukraine. À la chute de l'URSS en 1991, l'Ukraine se retrouve avec le troisième plus grand arsenal nucléaire du monde. Des milliers d'ogives nucléaires soviétiques sur son territoire. Elle devient donc de fait une puissance nucléaire. En 1994, l'Ukraine accepte donc de renoncer à toutes ses armes nucléaires, de les transférer à la Russie et de rejoindre donc le traité de non-prolifération nucléaire. En échange, les trois pays donnent des garanties. Ces trois pays sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. Elles s'engagent à quoi? Respecter l'indépendance et les frontières de l'Ukraine, dont la Crimée. De ne pas utiliser la force contre elle et de ne pas faire de pression économique. Mais attention, un point important, ce sont des garanties de sécurité, mais pas une alliance militaire automatique. Lors de l'annexion de la Crimée après le référendum de Crimée de 2014, les États-Unis ne viendront pas par exemple défendre l'Ukraine en cas d'attaque de la Russie. Lors de l'annexion de la Crimée après le référendum de Crimée de 2014, l'Ukraine considère que la Russie a violé directement le mémorandum de Budapest. Alors la Russie, elle conteste cette interprétation et elle donne des arguments juridiques et politiques. Les États-Unis et le Royaume-Uni condamnent, mais n'interviennent pas militairement. Alors évidemment, elle a abandonné l'arme nucléaire en échange des garanties. Et elle constate quoi l'Ukraine? Que ces garanties n'ont pas empêché la perte de la Crimée. Conséquence, elle a une méfiance envers les accords internationaux et elle donne un argument fort pour dire on a respecté les règles, pas les autres. Alors pourquoi est-ce que l'Ukraine a accepté un accord non contraignant? Oui, pourquoi? Alors qu'elle possédait des armes nucléaires. Oui, pourquoi? L'Ukraine ne contrôlait pas vraiment ses armes. Après la chute de l'URSS, les missiles nucléaires étaient sur le territoire ukrainien, c'est vrai, mais le système de commandement restait en grande partie à Moscou. Donc l'Ukraine avait les armes, mais pas un contrôle total dessus. Elle ne pouvait donc pas facilement les utiliser de manière indépendante. C'est aussi un coût énorme à maintenir. Garder une force nucléaire opérationnelle aurait demandé des milliards d'euros, des infrastructures, des techniques complexes, du personnel spécialisé, un système de sécurité avancé. Pour un pays en crise économique dans les années 1990, c'était très difficile. Et puis il y avait une pression internationale massive. Les grandes puissances, dont notamment les États-Unis et la Russie, voulaient éviter la prolifération nucléaire. L'objectif était qu'aucun nouvel État nucléaire n'apparaisse après l'URSS. L'Ukraine subissait donc une pression diplomatique, un risque d'isolement et de menaces de sanctions. Tout cela était des garanties plutôt suffisantes à l'époque. En 1994, le contexte était très différent. La Russie n'était pas perçue comme une menace immédiate et l'Ukraine pense à une coopération internationale durable. Donc les garanties qu'on lui donne semblaient crédibles à l'époque et l'Ukraine avait besoin d'une logique d'intégration internationale. Elle voulait être reconnue comme un État responsable, rejoindre les institutions internationales et attirer les investissements. Et donc abandonner le nucléaire montrait une image positive et une volonté de s'intégrer dans le monde occidental. Les conditions du scrutin sont aussi évidemment à mettre en évidence. La Crimée est occupée militairement
notamment par une puissance étrangère, la Russie. Les chaînes ukrainiennes ont été coupées et remplacées par les médias d'État russes, et on a constaté de nombreuses disparitions forcées de militants pro-ukrainiens et de journalistes durant cette période. Ici, Poutine cherche absolument à se légitimer sur le plan de l'invasion et montrer qu'en fin de compte, il n'a envahi aucun pays puisqu'il n'a fait qu'un rattachement d'une région qui voulait être russe. Et le référendum est là pour le prouver. Alors effectivement, on avait vu qu'il y avait une présence de Russes assez conséquente en Crimée et qu'en plus, à partir de 1991 et l'indépendance de l'Ukraine, la Crimée, de façon majoritaire, voulait un rattachement avec la Russie. Mais force est de constater que la Crimée faisait partie d'un plan beaucoup plus large pour Vladimir Poutine, puisqu'on a vu l'invasion de l'Est de l'Ukraine, dont certes il y a beaucoup de Russes aussi, mais dont la majorité des oblasts avaient une population ukrainienne majoritaire. Donc la Crimée est évidemment une première étape dans un ensemble plus vaste, qui était le dépassement total de l'Ukraine. Voilà, je m'arrête ici, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, je vous laisse pour une autre question d'actualité. Au revoir.